Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fiscal qui fait couler beaucoup d'encre en France, la CDHR. C'est un nouvel impôt qui vise les hauts revenus et on va voir ensemble de quoi il retourne exactement. Le principe, sur le papier, est ultra simple. L'idée, c'est de s'assurer que les contribuables les plus aisés payent au minimum 20% d'impôts sur l'ensemble de leurs revenus. Point. Si leur taux d'imposition réel passe en dessous de ce seuil, eh bien l'État vient appliquer une taxe supplémentaire pour combler la différence. Mais voilà le hic. Comment une règle qui paraît si simple, si juste en apparence, a pu se transformer en ce que les avocats fiscalistes eux-mêmes qualifient d'usine à gaz? Une machine tellement complexe qu'elle donne des maux de tête à tout le monde. C'est ce qu'on va décortiquer. Alors voilà le programme. On va commencer par la règle de base, puis on verra qui est vraiment touché. Ensuite, on plongera dans le fameux casse-tête de décembre, on décortiquera les pièges de la déclaration, et on terminera avec des conséquences, pour le moins inattendues. Bon, première étape, le principe fondamental. L'objectif affiché de cette mesure, c'est d'assurer une contribution fiscale minimale de la part des plus hauts revenus. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est crucial, c'est que la CDHR n'est pas une nouvelle tranche d'impôt. Non, il faut plutôt la voir comme un filet de sécurité, un mécanisme conçu pour rattraper les contribuables qui, grâce à divers outils d'optimisation, se retrouvent avec un taux d'imposition global inférieur à 20%. Maintenant, la question que beaucoup se posent, qui doit vraiment se préoccuper de cette nouvelle contribution? En fait, il y a deux conditions cumulatives à remplir. Le premier filtre, c'est bien sûr le niveau de revenu. Pour une personne seule, il faut se situer dans une fourchette de 250 000 à 500 000 euros. Pour un couple, on double ces montants, on passe donc de 500 000 à 1 million d'euros. Mais attention, atteindre ces seuils de revenu, ça ne suffit pas. La deuxième condition est la clé de tout, il faut que le taux d'imposition effectif global soit inférieur à ce fameux plancher de 20%. Et là, on peut se demander, mais comment c'est possible d'être en dessous de 20% quand on gagne autant? Eh bien, la réponse vient souvent de la nature des revenus. Certains revenus du capital, comme les dividendes, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, qui est seulement de 12,8%. Ça tire mécaniquement la moyenne de l'impôt vers le bas. Et c'est là que l'idée, au départ simple, se transforme en un véritable cauchemar administratif. On entre dans ce qu'on appelle le casse-tête du mois de décembre. Les médias financiers et les experts fiscalistes ont tout de suite vu le problème. Comme le titre BFM Business, l'exercice est périlleux et donne déjà des sueurs froides aux avocats fiscalistes. Ça donne le ton. Imaginez un peu la scène. Fin novembre, les contribuables commencent à peine à se dire qu'ils pourraient être concernés. Et là, top chrono. Ils n'ont qu'une minuscule fenêtre de 15 jours début décembre pour tout calculer, tout déclarer et payer. Et le vrai problème, c'est qu'on leur demande de faire ce calcul à fort enjeu avec des informations qui sont, par définition, incomplètes. L'année n'est même pas terminée. Un chef d'entreprise, par exemple, il ne connaîtra ses revenus définitifs qu'en avril de l'année suivante, une fois les comptes bouclés. Et comme si la course contre la montre ne suffisait pas, la déclaration elle-même est un vrai champ de mine, plein d'ambiguïtés et de pièges. L'un des plus gros pièges, c'est cette notion de revenu exceptionnel. Ça peut être le fruit de la vente d'une entreprise, par exemple. Le souci, c'est que la loi reste très vague sur ce qui constitue un revenu exceptionnel, ce qui crée une énorme incertitude. Et l'enjeu est colossal. Pourquoi? Parce que si un revenu est classé comme exceptionnel, on ne prend en compte que 25% de son montant dans le calcul. S'il ne l'est pas, c'est 100%. Le problème, c'est que la décision repose sur une interprétation subjective, souvent basée sur la jurisprudence. C'est tout sauf clair. Et bien sûr, si on se trompe dans ce calcul d'apothicaire, la sanction tombe. Et elle est lourde. Une pénalité de 20% sur les montants qui auraient dû être déclarés. Mais l'effet peut-être le plus surprenant, celui auquel personne ne s'attendait vraiment, ne concerne pas directement l'impôt lui-même, mais la générosité et les dons aux associations. La CDHR peut en effet créer une situation complètement absurde. Un crédit d'impôt obtenu grâce à un don généreux peut devenir totalement inefficace d'un point de vue fiscal. C'est un véritable effet domino. Décortiquons-le. Étape 1. Un contribuable fait un don généreux. Étape 2. Ce don génère un crédit d'impôt, ce qui est normal, et réduit sa facture fiscale. Étape 3. Cette baisse fait chuter son taux d'imposition effectif sous la barre fatidique des 20%. Et là, patatras. Étape 4. La CDHR se déclenche, créant un nouvel impôt qui vient tout simplement annuler le bénéfice fiscal du don. La situation est telle que des conseillers fiscaux se retrouvent à donner des conseils assez déroutants. L'avocat Pierre-Elliott Bloom raconte avoir des clients d'habitude très généreux pour qui la recommandation a été de geler les dons pour 2025. C'est dire. En fin de compte, la CDHR est un cas d'école. Elle illustre parfaitement le fossé qui peut exister entre un objectif politique louable sur le papier, la justice fiscale, et la réalité du terrain qui est une complexité administrative énorme et des effets pervers. Tout cela nous laisse avec une question de fond. Vouloir taxer plus équitablement, oui, mais à quel prix?
Où doit-on placer le curseur entre l'équité fiscale et une complexité qui rend le système imprévisible et peut même décourager des comportements vertueux comme la philanthropie? Le débat est ouvert.